Ce matin, les portes de la caisse d'allocation familiale de Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury et Cayenne étaient fermées. Les salariés de la CAF réclament le virement des indemnités de congés payés, mesure qui toucherait 135 salariés et qui ne serait pas prise depuis plus de 20 ans. Un cadre de la CAF, avec plus de 30 ans d'ancienneté, nous a confirmé que cette indemnité a été versée jusqu'en 1991. Donc il ne s'agit plus d'une erreur, il s'agit d'une omission. Ça a été fait volontairement. Donc aujourd'hui, on réclame 20 ans d'arriéré de cette indemnité. Et les 20 ans d'arriéré, selon nos calculs, représentent au minimum 400 000 euros. Selon les représentants du personnel, cette année exceptionnellement, les indemnités de congés payés ont été versées. À voir quand même que l'indemnité de congés payés a été versée en 2014. C'est le service national de la paye basé dans l'Hexagone qui a payé l'exercice 2012-2013. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de la somme, puisque 18 700 euros ont été versés à 102 agents de la CAF. Les syndicalistes revendiquent le respect du Code du travail et dénoncent aussi des actes discriminatoires. Parce qu'il y a du parti pris dans notre organisme, il y a des attributions de postes qui sont faites en ne sait comment. Il y a un certain clientélisme qui nous a amenés là. Mais c'est surtout le non-respect du Code du travail, surtout le non-paiement de l'indemnité de congés payés qui est prévue par le Code du travail. Les grévistes annoncent que le piquet de grève sera maintenu jusqu'à ce qu'une réponse favorable soit apportée. Près de 30% des salariés n'ont pas souhaité adhérer au mouvement. Les dossiers des allocataires sont traités en interne. Pour plus d'informations sur la prise de rendez-vous et d'autres, la caisse d'allocation familiale reste disponible par téléphone ou sur son site internet. Au fil des années, la piste Terca de Matoury s'est transformée en décharge à ciel ouvert. La route est jonchée d'épaves de voitures et de tas d'ordures, pour cause la proximité avec les squats avoisinants. Sur ce terrain appartenant à Raymond Apché, une soixantaine de familles s'y sont installées illégalement. Parmi eux, Missoul. Après plusieurs demandes de logement faites aux bailleurs sociaux, sans réponse, Missoul a décidé de construire sa maison à Terca et vit avec ses 3 enfants depuis 4 ans. Quand j'étais arrivée, c'était plein d'herbe. C'est moi qui avais 2 bois et tout. Et après, je fais ma petite maison en tôle. J'ai acheté des bois, des planches et tout. Le propriétaire Raymond Apché souhaite récupérer son terrain. Malgré un jugement du tribunal en 2009 prononçant l'expulsion, il n'a pas réussi à obtenir le concours de la force publique pour la destruction de squats. Ça ne m'arrange pas du tout, parce que s'ils nous me mettent dehors, je vois que c'est dans la même difficulté que j'aurai avec mes enfants, parce que de sortir pour aller payer le loyer, je fais la demande de la SIGI, Samsama, la Cinco, ça fait un moment que j'ai fait de la demande, il ne m'a jamais répondu. Joint par téléphone, l'homme d'affaires affirme qu'il mettra en œuvre tous les moyens possibles pour expulser ces personnes de sa propriété. Le problème qu'on a actuellement, c'est le problème avec M. Apché, qui se prévalant d'un document qui date de 2009, d'un jugement qui n'a rien à voir avec les gens qui sont ici, demande à ce que les gens s'en aillent, veulent détruire son maison. Or, ce document ne prévoit simplement que les gens ont 6 mois de délai pour partir. Depuis 6 mois, depuis 2009, M. Apché n'a pas bougé. Les gens sont partis, une bonne partie sont partis. Et maintenant, il veut faire ça pour pouvoir détruire. Or, ce document ne lui permet pas de détruire les maisons. Et pour détruire les maisons, il faut un autre jugement, il faut que ce soit la préfecture qui donne l'ordre, il faut qu'il y ait des gendarmes, les huissiers, tout ça. Donc bon, ce n'est pas le cas. Le climat se corse à Terca. M. Apché a donné un délai aux occupants pour quitter les lieux. L'association des habitants de Terca dénonce une tentative d'intimidation qui, selon eux, ne s'appuie sur rien de légal. S'il y a exclusion, ça se passe dans l'ordre. Mais de toute façon, vous savez très bien qu'au bout de 6 mois, il va relâcher la pression. Il y a d'autres gens qui vont venir. Ce n'est pas notre intérêt à nous, ce n'est pas l'intérêt aux propriétaires qu'il y a d'autres gens qui viennent. C'est l'intérêt de personne. Bon. Donc il faut s'entendre. Il y a sûrement moyen de s'entendre. Et pour s'entendre, il faut se mettre à discuter et non pas arriver avec des vigiles, avec des pelles mécaniques et dire moi, tirez-vous. Non. On est en droit, il y a des femmes et des enfants, là il y a des gens qui travaillent. Depuis 2 semaines, une pelleteuse est à pied d'œuvre. L'association des habitants du village Terca monte au créneau.
Hier, le maire de Matoury, le préfet, la gendarmerie et diverses associations se sont réunis à Balata pour faire le point sur la sécurité dans le quartier. Après une visite de terrain dans les zones à risque où ont lieu plusieurs homicides, un débriefing a été organisé au DSU de Balata. L'objectif pour nous, c'était de revenir, rencontrer la population, faire un point et voir quels étaient les ressentis. Moi, je retiens essentiellement le fait que les habitants nous disent observer une accalmie, un calme qui est revenu, et je considère que c'est tant mieux pour ceux qui résident et tant mieux pour tout le monde. Plusieurs mesures ont été mises en place pour amener la sérénité à Balata, comme la mise en place d'une brigade éco-citoyenne ou un renfort avec des gendarmes supplémentaires qui peuvent effectuer 4 à 6 patrouilles par jour. Mais d'autres mesures sont encore envisagées pour réduire la délinquance. Il faut absolument qu'il y ait des équipements sportifs et nous sommes prêts à les financer. Et puis il faut de l'emploi, donc on va voir pour les jeunes les plus méritants avec Pôle emploi et puis mettre aussi en valeur les jeunes qui font des choses bien. On aura peut-être 1 ou 2 événements à la préfecture pour les mettre en valeur dans les prochaines semaines. Même si ces différents dispositifs ont rassuré la population, pour certaines associations, la baisse de la délinquance et de la violence à Balata ne passe pas par les autorités mais par l'éducation. Moi je trouve que chez nous, les parents ont baissé les bras. Et il y a certaines règles à respecter, il y a des valeurs. Par exemple, les enfants qui sont là vers 21h, et dans les rues, de mon temps, ça ne se faisait pas. D'autres projets sont prévus par la mairie et la préfecture pour améliorer la sécurité, comme de nouveaux éclairages publics ou encore la mise en place de vidéos de protection. Le 4e rapport commun aux 5 associations présentes en centre de rétention administrative est sorti. Ce rapport dénonce une persistante d'atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes retenues. 45 000 personnes ont été placées au centre de rétention en France, dont la moitié en Outre-mer l'année dernière. Ce rapport, qui est commun aux 5 associations qui interviennent dans les centres et locaux de rétention de France, dénonce une continuité dans la politique d'immigration qui est menée, que ce soit sous la droite ou actuellement sous la gauche. Ce rapport révèle des chiffres qui sont toujours aussi astronomiques pour l'outre-mer, puisqu'on est sur environ 19 000 personnes enfermées, plus de 2000, donc plus de 2000 en Guyane. Ce rapport démontre que cette politique, qui est extrêmement coûteuse, est également tout à fait absurde, puisqu'elle consiste pour l'essentiel à renvoyer sur l'autre rive du fleuve des voisins qui circulent de part et d'autre de ces fleuves depuis des siècles. Selon la CIMAD en Outre-mer, les éloignements sont conduits de façon expéditive. 6% des personnes placées en rétention ont pu accéder à un juge. Pour 80% d'entre elles, le juge a constaté que leurs droits ont été bafoués. Alors les conditions de vie au centre de rétention sont très sommaires. Les personnes qui sont placées au centre de rétention dorment sur des dalles de béton surmontées d'un tatami en guise de lit. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de moustiquaire, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de climatisation. Et puis à l'intérieur du centre, il n'y a strictement aucune activité pour occuper les personnes, hormis une télévision. Donc les conditions sont relativement difficiles puisqu'il n'y a strictement rien à faire au sein du centre de rétention et qu'il fait extrêmement chaud. Ce rapport révèle des pratiques qui, selon les associations, est absurde et ne servent pas les buts politiques affichés. L'Outre-mer concentre la moitié des éloignements. En Guyane, cette procédure a concerné 2086 personnes, dont une majorité de Brésiliens. Ce matin, les élèves de 5e du collège Auguste Dédé ont participé à une journée de prévention des risques routiers. Pour cela, 5 ateliers ont été mis en place. Au programme, des débats autour de vidéos et une partie pratique avec un circuit vélo. Nous avons énormément d'élèves qui viennent soit à pied, soit à vélo. Donc forcément, ils sont confrontés à la circulation, aux dangers de la route. Mais il y a également une demande institutionnelle puisque ces jeunes sont obligés d'avoir la SSR 1 et 2 pour obtenir le brevet. On espère justement que le message passé sera bien perçu. Pour cette 2e édition au collège, de nombreux organismes se sont mobilisés. Pompiers, gendarmerie, préfecture, mais aussi parents d'élèves et enseignants étaient présents pour sensibiliser à la sécurité routière dès le plus jeune âge. Pour éviter plus tard les infractions et prendre la bonne base dès le départ, c'est pourquoi nous nous déplaçons un peu partout, dernièrement dans des crèches et maintenant dans les collèges, après les lycées. Et il importe également de revenir sur les panneaux parce qu'on se rend compte malheureusement que les élèves ne connaissent pas tous les panneaux. C'est tout à chacun qui doit faire attention au comportement. Voilà, c'est ça. On est pressé, on quitte chez soi trop tard, on veut arriver avant l'heure, on double l'autre sur la route, mais voilà.
De leur côté, les collégiens ont l'air d'avoir retenu les règles de sécurité routière. D'abord, je regarde avant de traverser, je traverse sur les passages piétons. Comme je suis avec une copine, on fait attention. Dès que je traverse, je sors de mon vélo, je passe à pied. Et je roule tout le temps soit sur le trottoir, soit sur le bas-côté à droite. Les activités mises en place ce matin ont été très appréciées par ces élèves. Je trouve que c'est quand même intéressant, ça nous apprend à respecter le code de la route parce qu'il y a certaines choses qu'on ne suit pas forcément. Oui, ça permet de ne pas faire d'accident sur la route, d'être sécurisé, on va dire. Il faut respecter le code de la route parce que sinon on va on peut causer des accidents, on peut finir à l'hôpital ou même au cimetière. Des actions de prévention à la sécurité routière dans les collèges et dans d'autres établissements se multiplient. Dès mars 2015, une nouvelle journée est mise en place pour les classes de 3e. Ce matin, à la cité administrative de la région Guyane, une conférence sur le thème de l'énergie a réuni entreprises et élus. L'occasion d'avoir une vision globale de la situation énergétique en Guyane. Aujourd'hui encore, 40 000 personnes restent non connectées au réseau électrique. La région Guyane, qui aura prochainement la gestion des investissements en énergie, présente ses objectifs. Il se pose vraiment en Guyane le problème du littoral et des communes isolées. Donc il faut que sur les communes isolées, vraiment qu'il y ait cette programmation pour l'électrification. Nous nous basons sur le fait que nos objectifs et les défis, c'est bien l'accès à l'énergie pour tous, la sécurité énergétique. Nous voulons un approvisionnement en énergie qui ne soit pas aléatoire. Nous voulons éviter la précarité énergétique. Nous avons comme souci de pouvoir permettre tant à la population qu'aux entreprises et aux collectivités de faire des économies. Voilà. Et puis, nous devons nous donner tous les moyens pour réussir ces défis-là. Aujourd'hui, la Guyane se dirige vers une mixité de l'apport énergétique. Alors qu'à une époque, le barrage hydroélectrique de Petit-Saut avait permis durant un court laps de temps une autosuffisance électrique, de nos jours, avec un accroissement démographique démesuré, ce sont les énergies renouvelables qui représentent une solution fiable afin de fournir l'électricité en quantité suffisante. On a un barrage hydroélectrique qui nous permet de faire à peu près 50 à 60% de la production. Et en complément, depuis 5 ans, environ 50 MW de projets énergie renouvelable représentent à peu près 250 millions d'euros sur le territoire par des investissements privés, ont permis d'augmenter ce taux de pénétration des énergies renouvelables à autour de 70%. Donc on est le meilleur département d'outre-mer, loin devant les Antilles et la Réunion. On prône vraiment le développement d'un mix énergétique, à la fois le solaire photovoltaïque avec stockage, sans stockage, les solutions éoliennes, les solutions bois-énergie, biomasse, les solutions hydroélectricité au fil de l'eau, donc peu impactantes en termes d'environnement. Donc tout ça, combiné à une maîtrise de l'énergie, une efficacité énergétique qui va aller vraiment pour garantir aux consommateurs guyanais d'avoir une facture d'électricité qui reste raisonnable. Voilà. L'électricité reste la clé pour le développement de certaines zones qui encore maintenant n'y ont pas accès. Il ne reste qu'à attendre et espérer que le développement de l'énergie en Guyane se fasse vraiment dans son entièreté. Une vingtaine de surveillants du centre pénitentiaire de Rémière-Montjoly ont cessé le travail à l'appel du syndicat FO Force ouvrière. Ils dénoncent le management de la directrice des ressources humaines, une dégradation de leurs conditions de travail. Alors ce mouvement, c'est par rapport à nos conditions de travail, la dégradation de nos conditions de travail. Donc depuis quelques années, nous avons eu une direction qui n'est pas à l'écoute du personnel. Il y a un dialogue social qui est inexistant. Et actuellement, le personnel subit une violence énorme psychologique de la part de notre directrice des ressources humaines, ce qui oblige le personnel à venir au travail à reculons. Le syndicat parle d'une directrice qui sanctionne au lieu de dialoguer. L'intéressé n'a pas souhaité s'exprimer. Au niveau de Force ouvrière, nous avons depuis en fin de semaine dernière envoyé un courrier pour notre directeur interrégional pour annoncer le mouvement prévu aujourd'hui, éventuellement pour avoir un interlocuteur privilégié dans le cadre du dialogue social. Mais néanmoins, nous avons reçu aujourd'hui un courrier de notre directeur interrégional qui nous annonce que personne au niveau de la mission Outre-mer n'est disponible pour nous écouter. Donc encore une fois, ça prouve bien le mépris et le manque de respect que ces personnes ont pour nous. Et je souhaite dire également que Force ouvrière au sein du centre pénitentiaire de Guyane ne servira jamais de contremaître pour la direction et encore moins pour l'administration pénitentiaire. Si aucune solution n'est trouvée, ce mouvement de protestation risque de se reconduire.
Aujourd'hui a eu lieu un rendu des résultats de la première année du programme de recherche Mobilité, Ethnicité, Diversité culturelle, la Guyane entre Suriname et Brésil, pour un pôle guyanais de la recherche en sciences. Il s'agit d'un programme de recherche qui a pour but d'observer la situation créée en Guyane par l'arrivée au cours des 40 dernières années de milliers d'hommes et de femmes qui se sont installés dans la société guyanaise, qui ont contribué à son développement, qui aujourd'hui doivent entrer dans des processus d'intégration d'une grande complexité. L'immigration s'est accentuée ces dernières années dans le département. Dans le but d'étudier les échanges entre les différentes populations, plusieurs déplacements sur le terrain sont réalisés par les chercheurs. Voir comment les populations autochtones de Guyane, donc les Amérindiens, ont rencontré les immigrés. Que s'est-il passé dans leur stratégie identitaire au moment de la rencontre des immigrés? Et ceux que les Amérindiens ont rencontrés en premier lieu, ce sont les immigrés du Suriname. Donc avec les Noirs marrons, que s'est-il passé? Quelle stratégie identitaire? Aujourd'hui, quelle est l'évolution de cette identité? Quels sont les discours qui sont tenus? Donc c'est avant tout une question de stratégie et d'interaction qui nous intéresse dans les questions migratoires. Des chercheurs guyanais, mais aussi des États-Unis, du Pays-Bas et du Brésil participent au programme. Marcelino, enseignant dans l'état de l'Amapá, a pour objectif de découvrir qui sont les Brésiliens qui vivent en Guyane. Les premières données montrent que la majorité des immigrants brésiliens sont issus du nord du Brésil, avec quelques exceptions du nord-est, plus précisément de l'état du Maranhão. Le niveau de scolarité reste moyen ou très bas. Ils viennent principalement en tant que main-d'œuvre. Então, assim, eles vêm para mão de obra especificamente, tanto a mulher quanto ao homem. La fin des recherches est prévue pour la fin de l'année 2015. L'étude aboutira à des travaux destinés à la communauté scientifique, mais aussi aux différentes collectivités de façon à faciliter au mieux l'intégration des immigrants en Guyane. Ce matin, une cinquantaine de personnes se sont réunies à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane pour s'informer et échanger sur le centre spatial. L'occasion de revenir sur son activité, son fonctionnement et sur les perspectives de développement pour le département. La base spatiale est ancrée en Guyane, dans ce territoire, et s'alimente de ce territoire, s'alimente en compétences, mais aussi s'alimente de son tissu économique. Et donc nous avions le souci d'avoir une transparence sur notre action et sur nos retombées économiques, les retombées économiques de la filière spatiale, parce qu'il y a une véritable industrie installée ici en Guyane. Des retombées notamment en termes d'emploi. L'activité spatiale en Guyane emploie 1700 personnes avec 75% d'employés locaux. Mais pour continuer à se développer, il est nécessaire de rénover, de moderniser les installations et surtout d'innover. Le spatial a besoin de la Guyane pour se développer, a besoin de ses compétences, des gens qui sont formés en Guyane. C'est pour cela que le CNES est associé, par exemple, à la constitution de la nouvelle université. On apportera nos avis, notre savoir-faire pour la nouvelle université. Si possible, des gens du spatial viendront enseigner. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'à côté de cela, il y ait une industrie, des PME innovantes qui puissent se créer, évoluer, se développer grâce au spatial, mais aussi se développer grâce à d'autres marchés. Le CNES continue de travailler sur le dossier de la future Ariane 6 qui devrait voir le jour vers 2020. Avec un nombre de lancements suffisant, elle devrait permettre à la base de fonctionner correctement et permettre de répondre aux besoins d'emploi en Guyane. Le palais omnisport Georges Théolade accueille à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'à samedi le premier salon Handi Valide. Organisé par l'association Guyane Ergo, en collaboration avec l'association AfroHand, la manifestation a pour objectif de réunir les personnes en situation de handicap, les personnes valides et les professionnels. L'idée nous est venue, nous, dans l'association des ergothérapeutes, parce qu'au début, on voulait rassembler ici un petit peu toutes les informations qui concernaient le handicap, que ce soit en structure de soins et d'accueil, ou alors en termes de matériel, de rassembler ici sur un même lieu ce qui existait en Guyane pour informer les personnes en situation de handicap. Et après, on a eu envie aussi d'aller plus loin pour également sensibiliser le grand public, en fait. Le salon est organisé autour de stands et d'espaces dédiés aux différentes démonstrations de matériel. Pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par un invalide, l'espace d'un instant, Adrien s'est glissé dans la peau d'un infirme. Mais ce qui est compliqué, c'est que ça change complètement tout l'équilibre du corps. Donc c'est une belle représentation déjà d'une situation de handicap, parce que ça permet vraiment de mieux se rendre compte d'une situation par rapport à quelqu'un qui est amputé. Et il faut faire beaucoup d'efforts du côté encore valide pour compenser.
Et du coup, ça demande beaucoup d'efforts au niveau du dos. Donc non, c'est quelque chose de compliqué qui nécessite vraiment un apprentissage pour une personne qui se retrouve avec un appareillage de ce type-là. C'est vraiment un temps de rééducation qu'il faut envisager. Mais c'est une bonne chose de se rendre compte un petit peu en tant que valide, de pouvoir s'imaginer comme ça de ce que peuvent vivre les gens qui sont amputés. Ce salon est l'occasion de retrouver, d'échanger, de s'informer et d'informer sur de nombreuses thématiques en lien avec les différentes situations de handicap. Des moments privilégiés entre exposants seront aussi proposés afin d'accentuer la convivialité de l'événement et de favoriser les contacts.